Je suis très heureux de venir parler de ce sujet de réflexion qui m'a occupé pendant quelques temps, à des heures perdues, pas complètement perdues. Je vais peut-être commencer par expliquer un peu l'origine du projet, pourquoi j'en suis venu à m'intéresser aux sourcils, à ce sujet un peu marginal, un peu anecdotique, un peu prosaïque même. Faire en quelque sorte un peu la genèse du livre que vous avez évoqué et tâcher d'expliquer pourquoi, depuis quelques années, un peu comme André Breton, le déclarait d'ailleurs lui-même, je m'arrache moi aussi difficilement à la contemplation des sourcils. Et vous verrez que quand on commence vraiment à les contempler et à observer ces lignes de poils que nous avons tous et toutes en partage sur le front, il est difficile d'en faire abstraction et de s'extraire de leurs ondulations assez hypnotiques. Alors, d'où est venue l'idée? Je voudrais évoquer en préambule trois moments, en fait, trois aspects qui m'ont particulièrement interpellé. Le premier, c'est que j'avais commencé à prendre des notes au fil des lectures de romans, notamment, en m'intéressant au sourcil, à la convocation du sourcil dans la littérature romanesque, et avec l'idée que peut-être parfois il avait une fonction intéressante dans la fiction. Et je suis tombé sur un passage dans L'Étranger de Camus, donc un roman que vous connaissez toutes et tous, quelque chose qui n'avait jamais vraiment été noté à ma connaissance, mais où on se rend compte que les sourcils ont une importance notable dans la narration et même un rôle assez primordial par rapport à la question du meurtre de Meursault. Alors je vous montre le passage en question. C'est sur la plage, donc le moment qui précède le meurtre. Et Meursault nous dit « J'ai attendu, la brûlure du soleil gagnait mes joues, et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. » Et un peu plus loin, « Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. » Et ensuite il ajoute « Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel, je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front, et indistinctement le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. » Vous voyez, c'est à partir du moment où le barrage des sourcils cède que le drame se produit, une sorte de sourcil à double détente comme ça. Et à partir de cette observation, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que si les sourcils de Meursault avaient été différents, peut-être plus volumineux ou plus denses, la face de L'Étranger en aurait été changée. Si Meursault, par exemple, avait eu les mêmes sourcils que les personnages de Jean Giono, chez Jean Giono, les sourcils ont une importance considérable chez les personnages qu'il convoque. C'est souvent des sourcils énormes, épais comme des poings, nous dit-il, que l'on peut même retrousser pour faire des visières, pour se protéger du soleil, donc des sourcils aux proportions assez rabelaisiennes. Si Meursault avait eu des sourcils comme les personnages de Jean Giono, il n'y aurait peut-être pas eu de meurtre, puisqu'il n'aurait pas été aveuglé par ces épées de lumière qui lui fouillaient les yeux. Donc ça m'a un peu amusé, voilà, petite considération préliminaire, et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, au moins du côté de la littérature dans un premier temps, pour interroger donc la fonction des sourcils dans la fiction. Est-ce qu'il y a eu des époques qui les ont abondamment convoqués, des auteurs, des mouvements, des genres même littéraires, comment on les mobilise, comment on les traite, comment on en parle. Alors je connaissais, je ne sais pas si vous le connaissez aussi, le blason du sourcil de Maurice Sèvres, qui est un long poème qui fait l'éloge du sourcil, qui a été publié en 1536, et qui est vraiment entièrement à la gloire du sourcil. Dans la tradition du blason poétique au XVIe siècle, où il s'agissait de faire l'éloge d'une partie du corps de la femme, notamment de l'être aimé, mais surtout de la femme. Et donc c'était un exercice de style. Donc c'est un long poème entièrement dédié au sourcil, mais pour le reste, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire en allant chercher, notamment du côté du langage des sourcils. Alors moi, je ne suis pas historien ni anthropologue. Mon domaine de spécialité, vous l'avez rappelé, est plutôt la linguistique et la stylistique. Donc j'ai vraiment appréhendé le sourcil d'abord comme un phénomène langagier. Et ça m'a permis de rejoindre le domaine de spécialisation que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la ponctuation. Donc, effectivement, j'ai fait ma thèse sur les points de suspension, autre sujet qui peut paraître un peu anecdotique et marginal, mais qui est aussi une façon de dire sans passer par le chemin des mots. Et il me semble qu'avec le sourcil, finalement, on a aussi un signe de ponctuation qui peut accompagner le discours. On peut ponctuer son propos en haussement ou en froncement ou en torsions diverses et variées,
L'interlocuteur aussi peut utiliser ses sourcils pour faire passer un message, pour signifier par exemple que le contact est établi en haussant les sourcils. L'interlocuteur peut signifier qu'il est en train d'écouter. C'est ce qu'on appelle en linguistique la fonction phatique, qui permet de montrer que le canal est bien établi, que la communication est possible. Donc, un froncement volontaire, appuyé, un seul sourcil qui se lève, peut aussi produire une forme de discours. Alors là, j'ai pris un petit exemple contemporain, vous voyez. Un seul sourcil qui se lève et c'est la suspicion qui naît immédiatement sur un visage. Et puis aussi, le mouvement du sourcil peut échapper au contrôle. C'est quelque chose que l'on peut tout à fait maîtriser à dessein pour produire une forme de langage, mais ça peut aussi parfois échapper au contrôle et trahir une émotion. Donc voilà, toutes ces choses qui m'ont fait dire qu'on pouvait pratiquer une forme de sémiologie du sourcil. Puisque ces lignes de poils nous servent à communiquer, qu'elles distribuent des informations, et même sur un visage le plus impassible, le plus hermétique, les sourcils peuvent donner le ton. En quelque sorte, actualiser toutes les virtualités d'un visage. Donc là, c'est très très stylisé, mais vous voyez qu'à partir d'une même expression, vous avez tous les possibles des émotions qui peuvent s'incarner à travers ces lignes de poils. Ça, c'est la première chose, le premier élément. Le deuxième, c'est la pandémie, en fait, et le fait de faire cours devant des étudiants masqués. Et je me suis rendu compte de l'interaction fondamentale qui se jouait en fonction du mouvement des sourcils au-dessus des masques. Mouvement qui pouvait traduire ou trahir une incompréhension, un désaccord. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ça avait été théorisé, ce rapport entre pédagogie et sourcils, par un spécialiste très connu des sciences de l'éducation qui s'appelle Philippe Mérieux, qui a même nommé ça la pédagogie des sourcils. Alors lui, c'était un peu particulier, c'était pour montrer comment l'élève, parfois, essaie moins de comprendre ce que l'enseignant raconte que de se conformer aux attentes de cet enseignant. Et pour se conformer à ces attentes, en fait, il va se focaliser sur les sourcils, essayer d'interpréter les mouvements, et donc il va d'abord chercher à satisfaire l'enseignant en se fondant essentiellement sur finalement les indices distribués par ce sourcil baromètre. Donc c'était une forme de pédagogie un peu dévoyée, mais il avait appelé ça la pédagogie des sourcils. Et puis le troisième point, c'est que je me suis rendu compte que le sujet était surtout traité sur un plan esthétique et cosmétique. Vous avez beaucoup de sites qui distribuent des conseils sur le plan esthétique. On a des établissements aussi qui leur sont entièrement dédiés. Aujourd'hui, vous avez des bars à sourcils, des ateliers du sourcil. Donc c'est des établissements qui sont entièrement dédiés à traitement esthétique, on va dire, de ces lignes de poils, mais que finalement dans les ouvrages spécialisés en histoire ou en anthropologie, la plupart des études sur le poil, c'est un vrai champ d'études, ça s'appelle les hair studies, donc c'est des historiens ou des anthropologues qui sont spécialistes du poil. Dans la plupart de ces ouvrages, j'en ai pris trois exemples ici, vous avez Poil et pouvoir, Histoire du poil et le sens du poil. En fait, les sourcils étaient très très peu évoqués. On parlait essentiellement des cheveux, vous avez évoqué la barbe et la moustache, qui seraient moins volubiles que le sourcil, on va en reparler un peu, mais voilà. Ou alors on mentionnait les sourcils, mais vraiment au détour de quelques considérations beaucoup plus marginales. Alors que si on adopte un point de vue un peu plus linguistique, les sourcils me semblent quand même assez essentiels et évidents. Vous l'avez aussi un peu dit, ils forment les poils les plus visibles, les plus mobiles et les plus éloquents à la fois. Et on se rend compte qu'ils ont joué un rôle assez conséquent dans de nombreuses cultures. Au Japon, par exemple, j'y reviendrai, dans des pratiques sociales, artistiques, théoriques, psychologiques ou sociologiques. Autrement dit, ce qu'on appelle la trichologie, c'est-à-dire l'étude du cheveu, du grec trichos, était assez riche déjà et documentée, mais on pourrait aussi envisager, pourquoi pas, de fonder une ophrologie. Le terme n'existe pas encore complètement, de ophrys sourcil. Alors, qu'est-ce que ces poils nous racontent et qu'est-ce qu'ils racontent de nous? En fait, je vais maintenant entrer dans le cœur du propos, en distinguant deux choses qui vont donc structurer ma réflexion. C'est d'une part distinguer l'implantation du sourcil lui-même,
qui déjà distribue des informations, et d'autre part, tous les mouvements que ces sourcils peuvent produire. Donc j'ai pris l'exemple du personnage de Spock, dont l'implantation des sourcils est déjà en elle-même très, très signifiante et constitue un élément de reconnaissance immédiat. Mais en fonction déjà de leur implantation, c'est-à-dire de leur forme, de leur épaisseur, de leur densité, de leur couleur aussi, le sourcil est bien souvent perçu comme la signature d'une personnalité à travers l'histoire. Et je vais commencer de façon un petit peu paradoxale par évoquer l'absence des sourcils. Et ce que cette absence peut dire. Donc, dans une démarche qui consiste aussi à comprendre une chose et à comprendre son importance en examinant ce qu'il se passe quand cette chose n'est pas là. Alors, quand ils disparaissent, quand ils ne sont plus là, les sourcils effacent une part de l'expressivité d'un visage et donc un peu de son caractère ou de sa présence. Je ne sais pas si vous allez le voir là, mais évidemment, on pense tout de suite à la Joconde, qui n'a plus de sourcils. Je dis qu'il n'a plus parce qu'elle en avait. Des analyses au rayon X ont montré qu'il y avait quand même au départ une légère pubescence qui était peinte, mais ça s'est effacé avec le temps. Bref, aujourd'hui, elle n'a plus de sourcils. Est-ce que ça ne participe pas aussi un peu de son énigme? Est-ce que ça ne la rend pas un peu plus hermétique? Comme la jeune fille à la perle aussi, qui voilà, aujourd'hui se présente devant nous sans sourcils. Et est-ce que, je me suis amusé à faire un petit montage, voilà. Est-ce que si on la transforme en Mona Kahlo, si on peut faire, voilà, est-ce qu'elle ne perd pas un peu de son énigme? Et c'est cette idée qu'on retrouve quand même assez souvent dans l'imaginaire, que le sourcil absenté, le sourcil fantôme, empêche d'une certaine façon d'accéder à l'autre. Alors il y a des études très sérieuses qui ont été réalisées sur ce point-là, une étude réalisée par le MIT notamment, qui a montré qu'il était beaucoup plus facile d'identifier une personne sans ses yeux que sans ses sourcils. Ce qui donne une petite idée de l'importance de cet élément dans la reconnaissance en fait, d'une personne. Donc, je montre quelques exemples. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. C'est Jean Dujardin. Bon, on voit bien qu'il y a quand même un effet d'étrangeté avec ce visage dépourvu de sourcils. Alors là, c'est pour illustrer l'étude du MIT. On reconnaît beaucoup plus facilement quelqu'un privé de ses yeux que privé de ses sourcils. Ça fonctionne assez bien avec Leonardo DiCaprio. Et l'exemple qui était pris par l'étude du MIT, c'était donc Richard Nixon. Et donc on présentait comme ça 3 photos, enfin 2 photos d'abord, une sans les sourcils, une sans les yeux. Et donc les chercheurs se sont rendus compte qu'on identifiait beaucoup plus facilement quelqu'un qui était privé de ses yeux que quelqu'un qui était privé de ses sourcils. Donc il y a quelque chose, il me semble, de l'ordre de l'effacement, en fait, de l'effacement du relief, de l'expressivité, de la présence. On en a eu un exemple aussi récent sur le plan politique, vous voyez à qui je fais allusion, Édouard Philippe, qui a annoncé donc qu'il souffrait d'alopécie, et son visage est désormais dépourvu de sourcils. Et cela modifie quand même assez radicalement son expression. Il a eu quelques considérations intéressantes à ce sujet. Il avait déclaré il y a quelque temps « Je me suis longtemps demandé à quoi servait un sourcil. Eh bien, cela sert à se faire remarquer quand ça tombe. » Effectivement, c'est quelque chose qui se remarque davantage quand ils ne sont plus là. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est la question de la fonction du sourcil est très souvent posée quand on commence à regarder un petit peu les considérations sur cet objet. Et puis, vous voyez, dans la deuxième citation, il établit quand même un lien assez explicite entre les sourcils et les ambitions politiques. J'ai les sourcils qui sont tombés, ok, et ça ne m'empêchera pas de faire de mon mieux, ça ne m'empêche pas d'être extrêmement ambitieux pour ma ville, ça ne m'empêche pas d'être extrêmement ambitieux pour mon pays. Bon, voilà, ça m'avait amusé aussi un petit peu le lien entre sourcils et ambition politique. Il y a ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de répondre parfois à des interviews de journalistes qui me demandaient de réagir à une nouvelle tendance chez certains mannequins ou influenceurs, influenceuses dont j'ignorais complètement l'existence d'ailleurs. Nouvelle tendance qui consiste à se raser intégralement les sourcils ou à les blanchir, en tout cas à les faire disparaître. Et il me semble que cela participe un peu de certaine façon d'une ambition de réification du visage,
d'effacer ce langage-là sur le visage, ce langage qui est aussi le langage des émotions. Par exemple, on sait que les Égyptiens, dans l'Antiquité, avaient pour habitude de se raser les sourcils à la mort de leur chat, en signe de deuil. Et le lien est intéressant entre les sourcils et l'affliction, en fait, cet effacement du moi, cette mise en retrait qui était pratiquée. Donc, voilà, le sourcil éradiqué, absenté, disparu, efface quelque chose de l'expression, enlève un peu du caractère et de la présence, comme si leur absence empêchait vraiment d'accéder à l'autre. Ça donne au visage une certaine forme d'inertie, un peu comme un androïde, en fait, une sorte d'alien face. Comme si, voilà, ce que Léopold Sédar Senghor appelait les hiéroglyphes des sourcils, voilà, faisait disparaître une forme d'écriture sur le visage. Donc, supprimer le sourcil, c'est un peu effacer une présence et ne plus offrir de prise à l'autre. D'une certaine façon, un idéal plus apollinien que dionysiaque, si on met l'apollinien du côté du figement, de l'impassibilité et de la maîtrise de soi, contre le débordement, le mouvement et l'insaisissable des affects que pourrait incarner le dionysiaque. Et peut-être aussi, de cette façon de réifier, que cela témoigne d'une volonté de contrôle ou de maîtrise de la part de celles et ceux qui souhaitent s'affranchir de ces deux appendices pileux, puisque donc, ce sont aussi des poils qui échappent à la volonté, les mouvements peuvent échapper complètement à la volonté, et donc trahir des émotions. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de reprendre un peu le contrôle sur son corps en éliminant ces traîtres possibles. Alors voilà, c'est quand les sourcils donc ont disparu, ce qui nous donne une petite idée quand même de leur importance dans l'appréhension de l'autre. Quand ils sont là, la question de leur implantation et du lien avec le caractère. Ça, c'est des considérations qu'on retrouve très très tôt. J'ai retrouvé donc dans Aristote, dans son Histoire des animaux. Aristote propose des recensions qui vont associer les différentes positions du sourcil à des traits de caractère. Alors je cite Aristote. Quand les sourcils sont droits, c'est le signe d'une grande douceur. Quand ils se courbent vers le nez, c'est un signe de rudesse. Infléchis vers les tempes, ils indiquent un esprit d'imitation moqueuse et de raillerie. Abaissés, ils indiquent un caractère envieux, etc., etc. Alors, c'est une approche que l'on pourrait qualifier de physiognomonique. Vous connaissez la physiognomonie, c'est quelque chose qui a traversé les siècles, qui a connu son apogée à peu près une seconde moitié du 19e siècle, on va dire. Et la physiognomonie, c'est une théorie qui pense que l'on peut déduire le caractère d'une personne d'après sa physionomie. Alors, je prendrai un exemple ici dans un ouvrage du 19e siècle. Donc là, c'est des considérations physiognomoniques sur le nez. Alors, on nous dit un nez camard. Donc, un nez camard, c'est un nez plat et écrasé. Un nez camard serait un signe de luxure. De larges narines serait le signe du courage. D'après Lavater, des petites narines indiqueraient un esprit timide, incapable d'hasarder la moindre entreprise. Bon, vous voyez, voilà, la physiognomonie, c'est une pseudo-science qui pense que donc on peut déduire des caractéristiques psychologiques d'après certains traits du visage. Alors, pseudo-science, oui, c'est certain, mais il faut reconnaître quand même qu'avec les sourcils, ça fonctionne plutôt bien. Il y a des caractères et des émotions qui sont vraiment étroitement associés à l'implantation des sourcils. Et on trouve ce genre de considération partout, à toutes les époques. J'ai relevé chez Diderot, notamment, je cite Diderot, « Des pointes extérieures tirant vers le bas et vous avez l'air plaintif, des sourcils élevés donnent un air orgueilleux. » Donc il y a quand même une certaine forme d'universalité dans l'appréhension de ce que pourraient traduire les différentes implantations du sourcil selon leur degré d'élévation ou de froncement, ou, voilà, selon leur position. Et la remarque de Diderot est intéressante, des sourcils élevés donnent un air orgueilleux. En fait, c'est presque passé dans la langue, puisque l'adjectif sourcilleux a déjà ce sens-là, en fait. Il a pris très rapidement le sens de sévère, hautain, arrogant ou exigeant. Et c'est quelque chose qui existait dans le mot latin lui-même. Le mot latin de supercilium avait ce sens-là. J'ai trouvé cette phrase dans les satires de Juvénal du 1er siècle.
J'ai demandé à un collègue latiniste de me la traduire pour être certain de ne pas trahir le texte. Et donc, il m'a proposé cette traduction: « Si tu apportes avec tes grandes vertus un air suprêmement sourcilleux ». Alors ici, la conversation porte sur le mariage et laisse entendre qu'il est préférable de ne pas épouser une femme qui va avoir un statut social trop élevé et qui donc ne pourra que prendre de haut son futur époux. Je ne suis point si sot que d'épouser mon maître, peut-on lire par la suite. En tout cas, cette acception latine montre parfaitement comment les sourcils, et le mot même de sourcil, a toujours été associé à des traits de caractère, comme ici l'expression possible du dédain, en fait, et le fait de prendre, d'une certaine façon, de grands airs. Dans le même ordre d'idées, un seul sourcil naturellement plus haut que l'autre va vous donner possiblement un air perpétuellement suspicieux. Alors ça peut être un atout quand on est comédien et qu'on doit jouer un rôle de policier, par exemple. Et là, j'ai pensé à Peter Falk, qui, on le sait, avait un œil de verre, mais aussi avait un sourcil naturellement plus haut, en fait, que l'autre, et peut-être que ça a participé aussi de son magnétisme, et notamment dans ce rôle d'inspecteur qu'il a incarné pendant un certain nombre d'années. Alors j'ai été voir aussi du côté de l'animation, des dessins animés. L'idée, c'était vraiment d'appréhender un peu tous les champs possibles. Et je me suis rendu compte que les méchants de Walt Disney avaient très souvent le même sourcil. Un sourcil noir, fin, très arqué, comme si c'était un peu dans l'imaginaire, du coup, la signature de la vilainie. Il y a un côté inquiétant, on le voit avec cette implantation. Vous voyez, tous les personnages malfaisants de Disney ont le même sourcil, en fait. Et un peu comme, d'ailleurs, c'est un peu une forme en accent circonflexe qui rappelle aussi ceux de Jack Nicholson, qui a pu jouer certains rôles aussi particulièrement inquiétants. Donc, voilà, un dénominateur commun à tous ces personnages malfaisants est presque un signe distinctif déterminant leur rôle dans la fiction. Alors, je suis allé voir aussi du côté des mangas pour essayer de toujours penser cette implantation signifiante du sourcil. Dans les mangas, ce qui est intéressant, c'est que les personnages ont toujours des disproportions physiques assez étonnantes, et il y a des personnages qui se reconnaissent immédiatement à leurs sourcils. Des sourcils qui peuvent parfois prendre des formes assez étonnantes, assez exubérantes, et notamment le personnage de Sanji Wismog dans la saga One Piece, qui a des sourcils en forme de spirale. Et à un moment donné, ces sourcils en forme de spirale ont un vrai rôle dans la fiction, puisqu'au cours d'un combat, ils vont hypnotiser son adversaire et permettre à ce personnage-là d'avoir le dessus. L'adversaire va littéralement être étourdi par ces sourcils en spirale. Bon, et puis évidemment, il y a le monosourcil aussi, toujours du côté des implantations, hein, qu'on appelle plus techniquement la cynophrydie, qui a connu des fortunes assez diverses. En fait, il était très apprécié dans l'Antiquité, à la Renaissance aussi également. Et alors, surtout, on le rencontre aussi beaucoup chez Pierre Loti, où il est doté d'un fort coefficient d'exotisme et d'érotisme. Chez Pierre Loti, c'est vraiment un élément essentiel de la beauté, c'est un objet de fascination, c'est presque un fétiche. Mais dans le même temps, il est parfois associé à des traits de caractère plutôt négatifs. Balzac nous dit que ce sera le trait de caractère de la méchanceté. Si vous prenez le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, Flaubert nous dit que le monosourcil est la marque des jaloux. Bon, voilà, le monosourcil a pu avoir des fortunes diverses à travers les époques. Flaubert, je me suis arrêté un petit peu aussi sur lui, puisqu'il use au sujet des sourcils de métaphores assez savoureuses, ou de comparaisons qui vont nous renseigner un peu sur l'importance que l'on peut leur accorder dans la fiction. Alors j'en ai prélevé quelques-unes, notamment dans Salammbô, hein, qui est un roman oriental, et effectivement, dans ces contrées-là, le sourcil a une importance assez prépondérante. Alors Flaubert parle des arcs d'ébène, qui se rejoignent par les pointes. C'est une métaphore assez convenue dans le discours littéraire et notamment poétique. Dès le XVIe siècle, vous avez des associations entre les sourcils et l'arc de Cupidon, avec cette idée que les yeux lancent des traits, lancent des flèches vers l'être aimé, et donc ces traits-là pourraient être lancés par l'arc des sourcils,
qui servirait à tirer donc, ces flèches. On rencontre chez Flaubert aussi des arcs de triomphe. As-tu vu ces grands yeux sous ces grands sourcils comme des soleils sous des arcs de triomphe? Mais aussi des comparaisons un peu plus inattendues, animalières notamment, à propos de femmes qui lancent autour d'elles des regards farouches sur leurs sourcils noirs veloutés comme le dos des chenilles. Alors, je trouve que l'image est assez belle, en fait, qui amène toute une procession de chenilles sur le front, avec peut-être une image dans l'image, puisque une métamorphose possible, puisqu'il existe nécessairement un lendemain de chenilles. On peut imaginer que l'imago, selon le terme biologique, va conférer à cette image-là une autre image, une dimension plus latente. Et puis surtout, j'ai découvert dans la poésie persane du XIVe siècle, chez un poète qui s'appelle Hafez, une importance assez notable accordée aux sourcils. Les sourcils sont très très présents dans sa poésie et ils ont une vraie fonction en fait. Ils vont parler, ils vont agir, ils vont charmer, ils vont envoûter. Alors là, je prendrai aussi quelques exemples. Donc au XIVe siècle, Hafez, dans ses odes, écrit « Si tes noirs sourcils te suggèrent l'idée de ma mort, défie-toi aux beautés ravissantes de leurs conseils trompeurs et mets fin à tes erreurs. » Donc ici, c'est vraiment un sourcil machiavélique qui suggère à son propriétaire l'idée de donner la mort quand même. Dans la deuxième citation, « Oh, si c'est avec ce charme que la servante du cabaret remplit son office, je veux désormais que mes sourcils servent de balai au seuil de la taverne. » Donc ici, c'est le sourcil utilisé comme balai par l'être aimé, qui dit quelque chose de la dévotion amoureuse, de la soumission aussi amoureuse peut-être. Le sourcil viendrait allégoriser cela et nous renseigner aussi possiblement sur les proportions des sourcils du poète lui-même. Toujours dans cette idée d'imaginaire du sourcil et de la façon dont sa forme et son implantation jouent sur nos perceptions, il y a la fonction qu'on pourrait dire politique du sourcil. Alors, évidemment, on pense à quelques personnalités célèbres autour de cet élément-là, Pompidou, François Fillon. En politique, le sourcil épais, dense ou hirsute est doté d'un fort imaginaire. Du côté de l'autorité, je ne sais pas, du côté du sérieux peut-être. De Pompidou à François Fillon, on peut jouer sur cette dimension physique. François Fillon en parlait assez souvent. Il s'est plusieurs fois expliqué, en fait, il a convoqué plusieurs fois ses appendices pileux et il les a un peu utilisés pour se façonner une sorte d'éthos de rigueur, de sérieux, de réserve. Il disait que ses sourcils avaient une vie autonome et il avait aussi déclaré dans une émission de télévision « Vous devrez faire avec ma réserve et mes sourcils broussailleux ». Et d'ailleurs, il paraît que Nicolas Sarkozy était assez jaloux et il disait avec une certaine aigreur il ne suffit pas d'avoir des sourcils à la Pompidou pour être Pompidou. Donc, il m'a semblé que c'était presque devenu un argument de campagne, participant à construire un ethos de sérieux. Et alors, pour l'anecdote, il avait même donné son accord pour la fabrication de 15 000 lunettes sourcils qui devaient être distribuées au moment du second tour et qui donc sont restées dans les cartons. Voilà, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Peut-être que pour expliquer cet imaginaire-là, qui est peut-être un peu forcé, mais il y a en arrière-plan une figure qu'on peut convoquer, qui est la figure jupitérienne. Peut-être que ça pourrait être un archétype. Le sourcil tout-puissant de Jupiter. Dans la mythologie, Jupiter est très souvent mentionné avec ses noirs sourcils. C'est même en fait une épithète homérique. Homère le répète très souvent, Jupiter aux noirs sourcils. Et il le répète d'autant plus que en fait, le sourcil de Jupiter est doté d'un réel pouvoir. D'un simple mouvement de sourcil, Jupiter peut ébranler l'Olympe. Enfin, il a deux possibilités, soit il abat la foudre, soit il remue un sourcil. C'est deux gradations dans l'intervention. Mais voilà, peut-être que cela contribue à nourrir un imaginaire du pouvoir non négligeable, une sorte de sourcil performatif qui pourrait agir sur le réel, plier le monde à son vouloir. Et puisque les sourcils croissent avec l'âge, il y a aussi cette idée qu'ils deviennent un peu l'appendice et l'apanage du sage ou du philosophe.
Et on rencontre très souvent des considérations sur la longueur des sourcils du philosophe ou du sage. Voilà, petite animation, vous voyez qu'on a beaucoup joué aussi, du point de vue parodique, sur les sourcils de François-Sophie. Alors du côté des implantations, mais cette fois plus excentriques, plus saillantes, et de l'influence toujours qu'elles peuvent avoir sur la perception, on peut regarder ce qu'il se passe du côté de la peinture, notamment du point de vue de l'asymétrie du sourcil, qui parfois peut être un élément tout à fait fascinant. C'est le portrait qui a servi à la couverture du livre, parce que ce portrait me plaisait bien. En fait, c'est un portrait du XVe siècle d'un peintre que vous connaissez peut-être, un peintre sicilien qui s'appelle Antonello da Messine. C'est un portrait qui date donc de 1476 et qui quand même accroche immédiatement le regard par la très grande dextérité avec laquelle la longueur et l'implantation des poils au-dessus des yeux sont représentés. Et notamment ce sourcil gauche, qui attire vraiment l'attention avec son côté un peu hirsute et ses épis qui vont grimper sur le front, comme pour mieux ponctuer une certaine forme d'arrogance qui serait déjà un peu présente dans le regard légèrement mi-clos et cette esquisse de sourire amusé. D'autres représentations aussi, effectivement, témoignent de proportions ou d'une représentation assez intéressante. Vous avez Théa Mana, l'épouse de Gauguin, qui est représentée ici dans ce tableau, avec une pointe intérieure de sourcil gauche qui plonge littéralement vers le nez, quand la pointe intérieure du sourcil droit reste à l'horizontale. Et la différence est de taille, puisqu'on a un sourcil gauche qui est quand même beaucoup plus long que l'autre, et une forme de dissonance qui s'inscrit sur le visage, produite par ce trait oblique, et qui confère aussi à cette expression un caractère assez hypnotisant. Sans même parler du monosourcil de Frida Kahlo, qui ici est devenu assez emblématique, iconique, et qui sert de support au buste de Diego Rivera dans cette représentation. Et puis, la symétrie du sourcil participe parfois à la représentation de la folie. Et on peut penser à Goya, au Saturne dévorant son fils, où on a un sourcil droit qui est quasiment invisible, alors que le gauche est marqué par un trait noir beaucoup plus accentué, avec un coin intérieur très relevé, qui vient surligner l'œil exorbité et fou, presque effaré de Saturne, comme si la raison s'était égarée, un peu à l'image de ce sourcil qui est perché en haut sur le front. Alors dans la littérature aussi, on a des spécificités sourciliennes assez marquées au niveau, sur le plan de la symétrie. Dans un roman de Céline, Mort à crédit, vous avez un personnage qui, nous dit Céline, a les sourcils en révolte, touffus, plus agressif encore, nettement diabolique, surtout celui de gauche. Donc c'est quand même en littérature, on rencontre assez rarement des personnages qui ont des sourcils diaboliques, agressifs, et donc un seul sourcil sur les deux. Et puis derrière ce personnage, toujours dans Mort à crédit, arrive une femme dont les sourcils étaient plus drus encore que ceux de Courcial, le personnage, fournis sans blague comme pour un ogre. Et on a toute une procession comme ça de sourcils assez fabuleux qui se déploient dans le roman, déviants, rebelles, gigantesques, méphistophéliques, et qui se retrouvent à la fin rassemblés dans un long défilé d'hurluberlus exorbité jusqu'aux sourcils, nous dit Céline. Donc on le voit par son implantation, et surtout lorsqu'elle est particulièrement saillante, ou déviante si on veut, le sourcil distribue des informations et va actualiser l'expressivité d'un visage. Ça peut être aussi un marqueur social avec une fonction d'identification. Et là, on peut penser au sourcil épilé de la femme mariée en Iran. En Iran, pendant très longtemps, la tradition voulait qu'on pouvait identifier le statut marital d'une femme dans la rue par ses sourcils. Seule la femme mariée avait le droit d'intervenir sur ses sourcils. Les femmes qui n'étaient pas mariées devaient garder ce qu'ils appellent parfois des pattes de chèvre. Parce que les sourcils peuvent être assez denses et volumineux. Et dans un ouvrage de Christian Bromberger, on trouve l'expression « la révolution des sourcils ». La révolution des sourcils en Iran, donc c'est une expression qu'il a utilisée pour désigner ce moment où des jeunes femmes ont décidé de s'affranchir de cette tradition et à pratiquer l'épilation avant le mariage. Et donc on revendiquait ce droit d'agir sur leur propre corps.
Donc le sourcil a déclenché une forme de révolution et a ébranlé durablement la tradition. Dans le même ordre d'idée, pendant très longtemps au Japon, seule la première épouse avait le droit de s'épiler les sourcils, alors que les épouses suivantes devaient garder leurs sourcils naturels pour signaler leur infériorité au regard de la première, de l'épouse légitime. Et donc il y avait toute une tradition, la veille du mariage, où on passait entre les mains d'une épilatrice et où les sourcils étaient enfin épilés. Donc voilà, le sourcil était un marqueur culturel, un marqueur social. Et si on reste un petit peu au Japon, en fait, on se rend compte que pendant très longtemps, les sourcils ont été l'élément le plus important du maquillage. J'ai pris quelques exemples là aussi. On peut distinguer plusieurs moments. À l'époque Heian, qui commence en 794 et s'achève en 1185, les sourcils, et ça c'est Dominique Buisson qui l'écrit dans Le corps japonais, il nous dit que les sourcils deviennent les éléments les plus importants de la beauté. Donc on avait plusieurs pratiques relatives au maquillage. Il y avait la pratique très aristocratique des dents noircies. En fait, on se noircissait les dents, ce qui était assez étonnant de notre point de vue, mais c'était très, très chic. C'était visiblement pour marquer une différence vis-à-vis des animaux. En fait. Donc on se noircissait les dents, mais on pratiquait aussi l'épilation des sourcils. Donc on les rasait intégralement et on les redessinait beaucoup plus haut sur le front. Très fins, souvent, des croissants fins de longueur variable, qu'on plaçait beaucoup plus haut que leur position naturelle. Ce qui tendait évidemment à complètement figer l'expression d'un visage. Donc des sourcils factices, plus hauts, immobiles, qui ont été arborés par les femmes jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Pendant ce temps, les hommes avaient eu tendance à accentuer l'épaisseur et à les redessiner avec des larges traits horizontaux. À partir du XVIIe, c'est ce qu'on appelle l'époque Edo, donc 1600-1868, on assiste à un retour des sourcils féminins volumineux, qui étaient très appréciés, particulièrement écartés. Vous en avez des exemples ici, on appelait ça parfois des ailes de papillon. Et vous avez des représentations de peintres comme Utamaro ou Yukawa, qui montrent des femmes qui arborent ainsi d'imposants sourcils noirs. Et on voit bien à travers ces exemples que la pratique qui consiste à raser les sourcils et à les redessiner beaucoup plus haut sur le front témoigne d'une conception assez japonaise en fait, de l'expression de la personnalité et des émotions. Si le sourcil est sur un visage ce qui traduit ou trahit une pensée, un jugement, un tumulte intérieur, il convient de le supprimer, de ne rien laisser qui pourrait justement faire émerger des affects. Puisqu'on sait que l'idéal de beauté au Japon a été souvent fondé sur l'impassibilité. Et Roland Barthes, dans l'Empire des signes, nous parle d'un visage qui serait comme sorti de l'eau, lavé de sens. Il a des belles expressions à ce sujet-là. Un visage qui deviendrait illisible du côté de la retenue, du non-dit. Et le phare blanc des geishas participe exactement en fait, de cette même idée d'impassibilité, d'un visage lavé de sens. Toujours du côté des modes et des pratiques, au XVIIe siècle, les Espagnols avaient l'habitude de se lustrer le front et de s'épiler intégralement les sourcils pour ne garder qu'un trait mince, elles aussi, mais elles ajoutaient un petit trait noir sur cette zone intersourcilière qu'on appelle la glabelle pour les relier, en fait, ce qui apparemment donnait un air assez étrange du point de vue de certains commentateurs étrangers qui figeaient considérablement l'expression. En fait, ce front lustré avec ce mince filet noir qui traversait le visage, un peu comme un visage de poupée, une sorte de poupée de cire. Et puis, si on remonte un petit peu les siècles, au XXe siècle, il y a eu des différentes tendances. Vous avez la mode des sourcils très très fins et arqués, complètement retravaillés de certaines actrices dans les années 30, comme Marlène Dietrich, qui donne encore, on retrouve un peu ce côté réifié, visage de poupée avec cette forme-là, qui rappelle aussi d'ailleurs les portraits de Modigliani, où vous avez souvent des portraits de femmes avec ces sourcils très très fins. Et puis il y a eu ensuite la mode des sourcils plus épais, avec Audrey Hepburn par exemple. Bon, il y a toutes sortes d'interventions et pratiques qu'on peut recenser du côté des modes, celle qui consiste à pratiquer des entailles, qu'on appelle l'eye brow slit. Donc on peut
On trouve quelques influenceurs aujourd'hui qui en arborent. Il y a eu des défilés dans les années 2010, les sourcils étaient très importants dans le domaine de la mode. Vous avez plusieurs défilés Dior, Chanel qui ont proposé des mannequins avec des sourcils entièrement enrobés de feuilles d'or, avec des sourcils aux proportions aussi là gigantesques. Et puis donc cette mode plus contemporaine, cette tendance aujourd'hui à effacer complètement les sourcils et donc à effacer aussi une part de l'expression. Voilà, ça c'était pour la partie implantation. Mais la particularité du sourcil, c'est que c'est aussi donc qu'il est mobile. On peut le mobiliser volontairement, on peut le mobiliser inconsciemment. Et au-delà de l'implantation, qui on l'a vu, donc déjà distribue quelques informations, qui est associée à des traits de caractère, il y a aussi donc cette mobilité. Alors, il y a un peintre, quand je suis tombé sur cet ouvrage, j'avoue que j'étais assez ravi, en fait, qui a consacré tout un ouvrage à la représentation picturale des passions sur le visage. Ce peintre, c'est Charles Lebrun. Je ne sais pas si vous connaissez Charles Lebrun. C'était un peintre officiel à la cour du roi Louis XIV. Et il a publié une méthode pour apprendre à dessiner les passions. Donc c'est une méthode qu'il a publiée, qu'il a éditée en 1668 et qui était destinée aux jeunes peintres pour leur apprendre à représenter les passions sur un visage. Et ce qui est assez éloquent en fait dans ce traité des passions, donc vous l'avez ici la couverture et puis quelques croquis, c'est que en fait, Charles Lebrun le dit, il fait des sourcils avant même les yeux, l'élément qui permet sur un visage de mieux faire connaître les passions. Donc toutes ces considérations, donc il détaille voilà, émotion par émotion, sont fondées d'abord sur le sourcil. Alors, il a une théorie un peu mystique pour expliquer ça, je vous la donne quand même. Enfin, mystico-physiologique, on ne sait pas trop. Il dit que le sourcil est la partie du visage où les passions se font le mieux connaître, parce qu'ils sont le plus proches d'une petite glande qui serait située à l'intérieur du crâne et qui serait le siège de l'âme. Alors, c'est une glande pinéale, en fait, qui serait située juste au-dessus du nez. On a souvent cherché à savoir où se situait l'âme dans le corps. Il y a beaucoup de considérations. Certains les ont mis dans les pieds, d'autres dans le ventre. Bon, lui, il se situe voilà, en fait, au-dessus du nez, entre les sourcils. Donc son traité aborde toutes les passions qui peuvent s'exprimer sur un visage, se traduire sur un visage, et à chaque fois, c'est le sourcil qui est convoqué en premier. C'est l'élément primordial. Donc, du point de vue sémiologique, le sourcil est le représentant métonymique des passions. Ce qui est plutôt intéressant là, dans notre perspective. Et alors Charles Lebrun développe ensuite, il poursuit sa théorie en distinguant deux mouvements fondamentaux, le haussement et le froncement. Alors qu'est-ce que l'on met dans ces deux mouvements? Est-ce qu'ils ont un signifié différent, une connotation différente? Est-ce qu'il y a une universalité possible dans la signification qu'on accorde au haussement et au froncement? Il est vrai qu'on a plutôt tendance à considérer que le haussement est associé à des affects modérés, voire positifs. On peut hausser les sourcils pour manifester de la surprise, de l'étonnement, de l'enthousiasme. Et à l'opposé, le froncement serait plutôt du côté d'affects plus forts, plus négatifs, plus intenses, comme la colère ou la réprobation. Alors il a une explication aussi, Charles Lebrun, pour ça. Là aussi, très organique, mais un peu mystique peut-être. Il nous dit que le haussement exprime les passions les plus douces, car en s'élevant, les sourcils se rapprochent du cerveau, qui est l'organe de la raison et de la tempérance. Et que dans le froncement, les sourcils se rapprochent du cœur, en se rabaissant, ils se rapprochent du cœur, et que donc ils expriment des passions plus violentes. Deux mouvements opposés, liés à deux organes totémiques. Voilà. Je vous laisse vous faire votre propre idée sur cette théorie, mais il est vrai que voilà, il y a une sorte de connotation quand même qui est associée à ces deux mouvements. On trouve aussi des considérations sur les sourcils chez Darwin, dans l'expression des émotions chez l'homme et les animaux en 1872. Et Darwin s'appuie aussi sur le sourcil pour penser la question des émotions. Et il va lui aussi établir une typologie, et qui rejoint en fait celle d'Aristote. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une certaine forme de continuité quand même dans la façon d'associer des mouvements de sourcils à des traits de caractère ou des émotions. Il nous dit des sourcils levés correspondent à la surprise ou à la peur. Des bords intérieurs pointés vers le bas formeront l'expression somatique de la colère.
tandis que des bords extérieurs de sourcils relevés, associés à des coins de bouche abaissés, auront tendance à exprimer le chagrin ou le désespoir. Bon. C'est quand même assez difficile de faire abstraction du contexte, mais il y a quand même une forme de sourcilloscopie qui se dégage et qui fait du visage humain une sorte d'espace commun où on pourrait lire en poil les grands affects humains. Et puis, plus proche de nous, il faut mentionner les travaux de Paul Ekman. Paul Ekman, qui est un psychologue américain qui s'est beaucoup intéressé aux expressions du visage, et notamment aux sourcils. J'ai lu un article de près de 40 pages qui analyse les sourcils sur le plan psychologique, en essayant de cartographier un peu des systématismes et de faire une sorte de reconnaissance, enfin, voilà, pour la reconnaissance faciale notamment. Donc ce qu'on appelle le Facial Action Coding System, le FACS, de Paul Ekman. Alors ce qui est intéressant avec Paul Ekman, c'est qu'il va poser d'abord deux motivations différentes du mouvement des sourcils. Il y a les mouvements de conversation et les mouvements d'émotion. Alors ce qu'il dit, c'est que les mouvements de conversation sont des mouvements volontaires qui permettent donc de ponctuer un discours ou d'interagir sans passer par le chemin des mots. On peut voilà, produire ce mouvement à dessein pour accentuer, pour souligner, pour ponctuer un propos. Donc ça, c'est les mouvements de conversation. Et puis, il y aurait les mouvements d'émotion, pour exprimer la colère, la surprise ou la tristesse, qui, eux, seraient involontaires et appartiendraient à ce qu'il a appelé les micro-expressions. Alors, les micro-expressions sont des expressions qui durent en moyenne un quart ou une demi-seconde et que l'on ne contrôle absolument pas. Donc, c'est visible pendant un moment très, très furtif et c'est un mouvement facial qui échappe au sujet. Et Ekman distingue 7 micro-expressions universelles: la joie, la surprise, la colère, le dégoût, la peur, le mépris et la tristesse. Et toutes ces micro-expressions ont évidemment une traduction en sourcils. Donc on peut mouvoir les sourcils sans le vouloir forcément, et échappant au contrôle, le sourcil devient l'indice d'une émotion ou d'un sentiment. Et évidemment, là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de retourner au genre policier pour voir comment on pouvait investir ou pas ces mouvements-là, ces micro-expressions. Est-ce que voilà, il y a des figures d'enquêteurs ou de policiers qui traquent les frémissements des sourcils pour démasquer les coupables? Ce qui est intéressant, c'est que Paul Ekman a été consultant pour une série policière qui s'appelait Lie to Me, avec Tim Roth, où en fait le personnage principal est un expert qui travaille pour le FBI et qui est chargé de décoder les discours mensongers, notamment grâce à leurs mouvements de sourcils. Les sourcils qui deviennent comme une sorte de polygraphe sur le front. Alors j'ai été regarder moi du côté de la littérature, et il y a des choses intéressantes là aussi. Je pense notamment au commissaire Maigret de Simenon, qui d'ailleurs, le commissaire Maigret a lui-même d'imposants sourcils, hein, c'est dit à plusieurs reprises, mais qui parfois va détecter un coupable grâce à un mouvement sourcilier. Donc c'est dans Les Vacances de Maigret, publié en 1948, que le commissaire va prêter une attention très soutenue à certains signaux émotionnels produits par les sourcils. Donc à un moment, il est en train de monter des escaliers accompagné d'un suspect possible. Et donc c'est un docteur, voilà, un épisode a priori anodin, mais il y a un léger incident qui se produit, presque rien, et pourtant ça va s'avérer décisif. Donc je cite, « Une porte s'ouvrait au-dessus d'eux. Pour Maigret, cette porte n'était qu'une porte anonyme puisqu'il ne connaissait pas la distribution des pièces. Mais le docteur, lui, avait déjà reconnu le bruit de cette porte-là et non d'une autre. Il avait sourcillé. » Et la dernière phrase ici, on le voit, tombe comme un coup près. Le sourcil a trahi son maître et d'un simple et infime mouvement, donc une micro-expression, il a pointé du doigt, enfin du bout des poils plutôt, le coupable. Donc voilà, on peut aussi prêter attention à ces micro-expressions et au fait que le sourcil va trahir involontairement des émotions. Et à l'inverse, on comprend aussi pourquoi le fait de ne pas sourciller peut devenir un idéal romanesque notamment. On a beaucoup de héros de romans au XIXe qui ne sourcillent pas ou ambitionnent de ne pas sourciller. J'ai pris deux exemples. D'Artagnan, chez Dumas, dont nous connaissons l'érudition, ne sourcilla pas. Ne sourcilla pas plus à cette citation qu'à celle que lui avait faite. Et puis, plus intéressant,
l'absence de sourcillement, le fait de ne pas sourciller, va devenir un idéal, une projection fantasmée. C'est le cas chez Julien Sorel, notamment, qui imagine des batailles napoléoniennes ou des opérations chirurgicales. Et il nous dit le peu d'idées qu'il avait étaient relatives aux campagnes de Bonaparte en Italie ou à la chirurgie. Son jeune courage se plaisait au récit circonstancié des opérations les plus douloureuses. Il se disait « je n'aurais pas sourcillé ». Donc, ne pas sourciller devant les affres de l'existence fait partie des éléments structurants du personnage de roman. On ambitionne de ne pas sourciller comme une sorte de mise en abîme littéraire un peu d'un personnage qui se rêve personnage romanesque et qui, en tant que tel, se doit de ne jamais sourciller. Il y a des petites scènes assez intéressantes aussi qui se jouent parfois dans les interactions sourcilières. On trouve ça chez Proust, avec des personnages qui vont faire mine d'eux. Madame d'Arpajon, notamment, en fait, qui feint de ne pas avoir entendu une question posée par le narrateur. Et Proust nous dit, elle ne s'aperçoit même pas que la colère lui faisait froncer les sourcils. Mais juste après, il s'arrête, il dit, le doute est quand même permis. Est-ce que c'était vraiment involontaire? Comment savoir si Madame d'Arpajon ne s'aperçoit pas qu'elle fronce? Est-ce qu'elle ne l'aurait pas fait, au contraire, à dessein, pour donner une leçon de discrétion, comme l'écrit Proust, une leçon muette et qui n'était pas pour cela moins éloquente? Donc on le voit, bon, il n'est pas toujours évident de faire le départ entre les deux mouvements, mouvement volontaire ou mouvement involontaire, et de reconnaître les raisons qui ont poussé les sourcils à se mouvoir, tant pour celui d'ailleurs qui les agite que pour celui qui va les interpréter. Et puis, au cinéma aussi, les sourcils peuvent avoir une certaine importance en raison de leur expressivité. Et je pense notamment au cinéma muet, où finalement ils venaient compenser une sorte de défaillance du verbe, évidemment, en proposant eux-mêmes un discours. Et donc on connaît l'importance des sourcils avec Groucho Marx, par exemple, ou Chaplin. Donc ça permettait de compenser une défaillance du verbe. Or, aujourd'hui, il semblerait que des sourcils trop mobiles soient plutôt considérés comme un handicap. Et là, j'ai pris cette petite réflexion de Jean Dujardin, qui avait reçu un Golden Globe en 2012 pour The Artist. Le Golden Globe du meilleur film ou du meilleur acteur, je ne sais plus. Et en recevant le prix, Jean Dujardin ouvre son discours par une anecdote où il raconte qu'à ses débuts, en fait, son agent lui aurait confié que le cinéma n'était pas fait pour lui, car son visage était trop expressif. Et donc, au moment où il reçoit la récompense, Jean Dujardin évoque cette phrase de son agent, et il dit, en fronçant un peu singulièrement, comme vous le voyez, « Ce n'est pas ma faute, mes sourcils sont indépendants ». Et on le voit bien, en fait, il fait immédiatement le lien entre expressivité du visage et mobilité des sourcils. Et face à la critique négative de son agent, le comédien, d'une certaine façon, va nier toute responsabilité en pointant un autre coupable avec ses deux acteurs sur le front, qui, à l'instar un peu de la vie autonome des sourcils de François Fillon, échapperaient au contrôle pour endosser leur propre rôle. Donc, des sourcils trop visibles et trop mobiles, donc trop volubiles d'une certaine façon, seraient pour l'acteur un handicap, en fait. Parce que voilà, sourciller, c'est peut-être moins joué que surjoué. Et il me semble que l'évocation des sourcils dans ce discours est d'autant moins gratuite puisque Jean Dujardin vient de recevoir un prix pour un rôle dans un film muet, où, pour le coup, son expressivité sourcilière est redevenue un atout. Alors, il y a des acteurs aussi qui sont connus pour leur grande agilité en matière de sourcils. Je ne sais pas si vous avez des idées en tête. Moi, je pensais à Jim Carrey. Jim Carrey qui... est capable de lancer ses sourcils dans un tango endiablé. Emilia Clarke aussi, l'actrice de Game of Thrones, qui avait fait paraître une bande-annonce où elle ne s'exprimait qu'avec ses sourcils et il y avait des sous-titres qui donnaient la traduction de ce que les sourcils seraient censés dire. Et beaucoup de gifs, en fait, aussi, qui mettent en scène les mouvements des sourcils comme ce mouvement clignotant, qui est souvent perçu comme un signal un peu outrancier, d'ailleurs, d'invitation pseudo-érotique. Donc, je ne vais peut-être pas vous laisser là-dessus parce que vous allez devenir
Voilà, finalement, même si on n'y prête pas toujours attention, alors qu'ils sont là en permanence sous nos yeux, au milieu du front, et c'est un peu comme la lettre volée d'Edgar Poe aussi, elle est là, mais on ne la voit plus parce qu'elle est sous les yeux, en fait. Les sourcils, c'est un peu ce qui se passe aussi, il me semble. On n'y prête plus attention et pourtant ils nous guident, et ils nous influencent, et ils façonnent l'expressivité d'un visage et ce faisant favorisent sans doute aussi l'empathie. Comme si c'était des arches des arches qui formaient un pont jeté entre les individus. Et c'est peut-être pour ça, dans le fond, qu'on les aurait gardés. Puisque la question se pose, en fait, pourquoi on a gardé cette ligne de poils au milieu d'un front complètement glabre. Au-delà de la fonction protectrice, on l'a vu, qui est quand même un peu remise en question, puisqu'il ne protège pas toujours vraiment bien. Il y a déjà plein de gens qui n'ont pas de sourcils et qui n'ont aucun problème, qui n'ont pas d'affection oculaire particulière. Donc la fonction protectrice, celle de rempart ou de barrage contre la sueur ou les gouttes, est un peu suspecte. Alors pourquoi en fait? Pourquoi? Est-ce que ce ne serait pas davantage du côté de ce langage que j'évoquais, de ce langage universel, que l'on pourrait trouver une raison à la présence encore de ces lignes de poils? Et sur le plan scientifique, il se trouve que la théorie du sourcil protecteur n'est plus du tout la seule envisagée. Et la tendance actuelle, ça serait de dire qu'on les a gardés justement en raison de ce potentiel expressif et communicatif que l'on vient de décrire. Donc le sourcil ne serait pas qu'un simple rempart à gouttes, ou un barrage, il est aussi peut-être l'instrument qui a permis à Homo sapiens de dominer le monde en reléguant Néandertal aux oubliettes de l'évolution. Je radicalise un peu, mais c'est pour les besoins de la péroraison. Donc si on a gardé ces lignes de poils, c'est avant tout pour les interactions sociales. Et ça, c'est une étude parue en 2018 qui le dit, dans la revue très sérieuse Nature. C'est une étude qui a été publiée par 3 chercheurs et qui montre qu'avec un front plat et moins velu, Homo sapiens a commencé à avoir des sourcils de plus en plus visibles. D'autant qu'avec des arcades sourcilières moins proéminentes, les sourcils ont gagné aussi en mobilité. Donc plus visibles, plus mobiles. Je cite donc un extrait de cette étude. On a abandonné la domination physique pour devenir plus expressif. Les mouvements des muscles sur le visage ont permis de bouger les sourcils de haut en bas et de manifester des émotions plus subtiles. Donc la palette d'expressions sourcilières s'est élargie, et dans cette étude, les 3 chercheurs ont vraiment fait du sourcil la clé de voûte qui permettrait de comprendre le développement plus important des interactions humaines et sociales chez Homo sapiens par rapport aux autres espèces d'hominidés aujourd'hui éteintes. Deuxième extrait, ça nous a permis d'être plus sociables. Une fois l'agressivité passée, le côté social a pris la main. Un simple haussement de sourcils permettait de sympathiser ou de se reconnaître au loin. Donc, les chercheurs rapportent que les sourcils plus mobiles et plus visibles, chez l'Homo sapiens, ont contribué à lui donner un air plus aimable, plus avenant, et donc auraient favorisé l'empathie et l'entraide au sein de l'espèce, en offrant, en quelque sorte, sans trop de faux semblants, la traduction de toutes nos émotions muettes. Il nous aurait permis de communiquer, de dire autrement notre sensibilité, une autre façon d'être au monde. En quelque sorte, ils nous ont rassemblés, ils nous ont fédérés, ils nous ont connectés. Voilà, je vais m'arrêter là, merci beaucoup.